Israël, lorsqu'il produit de l'énergie, souvent, au lieu de le faire à partir de l'énergie nouvelle, le fait à partir du charbon ou d'autres choses polluantes. Il faudrait que Israël, au-delà de ce que font les entreprises technologiques, qu'il y ait aussi une vraie politique au niveau du gouvernement. Nous avons le plaisir, comme chaque mercredi, de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va parler avec vous des derniers titres que vous avez pu recueillir dans la presse économique israélienne, et on va parler en priorité de la COP27, qui est un dossier important. Quel est le rôle justement d'Israël? Et on a vu le président qui s'est rendu là-bas sur place, qui a inauguré le stand impressionnant de l'État d'Israël. Alors, où peut-on placer Israël dans cette lutte contre le réchauffement climatique? Comme d'habitude, vous posez bien les données du problème. Nous avons entendu également le président Herzog parler de la Bible à ce sujet. Et pas seulement Herzog était là-bas. D'abord, la première chose que je veux souligner, c'est qu'il y a eu des centaines de personnes qui sont allées à Sherem pour justement cette conférence de la part d'Israël. Et des gens qui comptent dans l'économie israélienne ou dans le secteur de la production. Alors, comme souvent je fais dans cette chronique-là, quand je posais le problème entre Israël face à la COP27, au problème du climat, toujours c'est contrasté, c'est complexe. D'abord, je dirais une bonne chose, par exemple. Hier, il y a eu un accord qui a été signé là-bas à Sharem, entre Israël, les États arabes unis et la Jordanie. Qu'est-ce que fait Israël? Israël va permettre à la Jordanie d'avoir en Israël une usine qui permettra de désaliniser l'eau. Oui. On sait que la Jordanie manque d'eau. Et donc, sur le territoire israélien, Israël a accepté qu'il y aura donc de l'eau désalinisée pour la Jordanie. D'un autre côté, les États, donc les Émirats, ont financé le fait qu'il va y avoir dans le désert jordanien énormément de panneaux solaires. Ce qu'on appelle en hébreu chava, je sais pas comment c'est en français, une ferme solaire. Une ferme solaire, quoi. Ça veut dire que immense dans le désert jordanien qui va pouvoir produire de l'électricité pour Israël. Oui. Donc on pourrait dire, d'abord, ça résume ici, c'est bien, la technologie et le fait qu'Israël est très impliqué là-dedans. Il faut Israël ce que je voudrais ajouter aussi en bonne chose, c'est que les sociétés israéliennes de haute technologie, sont très impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a même un climatech en Israël qui est soutenu par le ministère de la Recherche, par l'autorité de la rénovation, et on sait bien entendu que Watergen qui donne de l'eau partout à partir de l'humidité de l'air. Et donc ça, effectivement, Israël, point de vue technologique, aide beaucoup dans le monde entier à justement lutter contre le réchauffement climatique. D'un autre côté, il y a deux problèmes pour Israël. D'abord, vous savez, comme dans tous les pays, il y a des objectifs à avoir, des objectifs pour 2030, et Israël n'a pas respecté ces objectifs-là. On parle maintenant d'objectifs pour 2050. Vous savez, par exemple, que d'ailleurs, sans doute le nouveau gouvernement va revenir sur la loi qui demandait justement à limiter l'utilisation du plastique, bien que Israël n'est pas des pays les plus polluants là-dedans, mais ça veut dire que souvent dans les faits, les décisions du gouvernement en Israël sont très lentes. Et je voudrais terminer ce sujet en rappelant que malheureusement, Israël, lorsqu'il produit de l'énergie, souvent, au lieu de le faire à partir de l'énergie nouvelle, le fait à partir du charbon ou d'autres choses polluantes. On sait le problème des industries, par exemple, à Haïfa, qui sont très dangereuses pour les gens, qui font que beaucoup de gens ont la maladie du cancer. Et donc, il faudrait que Israël, au-delà de ce que font les entreprises technologiques, qu'il y ait aussi une vraie politique au niveau du gouvernement pour inciter à respecter les objectifs de la COP27 et pour lutter contre le réchauffement climatique. Bien, ça c'est dit et c'est important de le souligner, donc cette semaine en particulier, donc dans le cadre de cette COP27 qui se tient à Sharm el-Sheikh. Et on va changer de sujet totalement, on va essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière l'initiative de la Banque Hapoalim qui permet le rallongement de la Mashkanta, le prolongement de la Mashkanta sans frais supplémentaires.
Oui, effectivement, la presse financière cette semaine a beaucoup parlé de ce sujet-là. La banque Hapoalim a décidé que pour les emprunts qui sont liés à ce qu'on appelle prime, c'est-à-dire au taux directeur de la Banque d'Israël, qui ont beaucoup augmenté cette année, comme on le sait, qui va d'ailleurs augmenter cette semaine, au mois de novembre, et qui risque encore même après d'augmenter dans les prochains mois encore, on parle de presque 1%, ça alourdit énormément le problème de ceux qui ont emprunté. Et donc, la banque Hapoalim a dit la chose suivante. Tout celui qui viendra me demander, même peut le faire sans se déplacer à la banque de façon digitale, je lui permets de rallonger la durée de sa mashkanta et donc de payer moins maintenant par mois. Et je parle pour la partie qui est donc indexée aux primes, au taux de la Banque d'Israël. Et je ne fais pas comme c'est maintenant. C'est-à-dire quoi? Maintenant, les banques de prêts hypothécaires ont augmenté l'écart entre le primes et leur prêt. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, ils prêtaient primes moins 0,5%. Et maintenant, les banques prêtent primes moins 0,2%. Pourquoi? Parce que pas seulement le taux d'arrêt directeur de la Banque d'Israël a augmenté, l'inflation est venue par là et la bourse va très mal. Les obligations, il y a eu un crack obligatoire en Israël. Même les obligations d'État ont baissé cette année de 15%. Et donc, pour les banques, c'est beaucoup plus cher de se refinancer maintenant. Donc, ils auraient très bien pu dire, je permets de faire ça, mais maintenant, je prends comme les taux de maintenant. Et il a dit non. Au moment où tu as fait ta mashkanta, tu avais prime moins 0,5, je te permets de continuer à prime moins 0,5. Maintenant, ça économisera aux gens qui le font 60 000 shekels en moyenne par mashkanta, ce qui est appréciable. Maintenant, vous allez me dire, c'est très étonnant de la part de la banque Hapoalim, pourquoi elle fait la chose suivante. Je crois que il y a deux choses. D'abord, il faut dire ce qu'elle-même d'ailleurs dit, c'est que pas tout le monde ne saute là-dessus, parce qu'en fait, si vous allongez la période de votre prêt, vous allez finalement payer beaucoup plus d'intérêts que vous auriez payé si vous faites sur 25 ans que sur 20 ans. Il faut dire aussi que je l'ai pas dit, ils ne permettent pas tout le monde vraiment, et ils disent des gens qui restent entre 5 ans et 20 ans à payer, mais c'est beaucoup de gens, mais ça concerne même pas non plus tout le monde. Mais en fait, pour les gens de rallonger de quelques années comme ils permettent 4-5 ans, c'est payer bien entendu plus d'intérêts vu en fait que le prêt de toute façon a augmenté par rapport à ce qu'il était avant. Donc la banque y gagne quand même par rapport aux bénéfices qu'il avait avant. Ça c'est la première chose et dans son bilan, bien entendu, pour la banque, elle pourra montrer qu'elle a un bénéfice futur. Donc ça, elle n'y perd pas non plus tellement à ce niveau-là. Mais je crois qu'il y a encore une chose et qui est encore bien plus inquiétante et je pense d'ailleurs que c'est pas seulement la banque Hapoalim qui le fera. D'après des chiffres, et j'en avais parlé dans plusieurs chroniques avant, d'après les chiffres qui sont donnés par la Banque d'Israël et par l'ensemble des banques, les gens, ces dernières années, empruntent beaucoup plus qu'avant et surtout, la partie de remboursement de l'emprunt devient très importante par rapport à ce qu'ils ont comme ressources nettes pour vivre. On est maintenant souvent près de 40%. Et c'est très, très dangereux. Ça veut dire que la banque Hapoalim a seulement compris, a vu que si elle ne prenait pas ce geste, il y aurait des gens qui seraient en possibilité de faire des impayés. Et c'est la dernière chose que les banques veulent, et la Banque d'Israël aussi, bien entendu, c'est qu'il y a tout d'un coup plein de gens qui viennent dire on ne peut plus payer le mashkanta parce que si ça devient un problème national, ça risque d'être une catastrophe financière et de faire énormément de pertes sur les banques de crédit hypothécaire. Donc je pense qu'elle a pris de soi-même la décision en voyant justement la difficulté pour certaines personnes de rendre ce qu'ils devaient rendre. Alors, autre sujet, troisième sujet de cette chronique, le chef du fisc israélien a prévenu les Israéliens qui ont un compte à l'étranger qu'ils risquent de recevoir des demandes express d'explication parce que c'est une enfreinte à la loi. Oui, c'est-à-dire que la semaine dernière, le chef du fisc, Eran Yaakov, a fait une conférence dans le cadre d'un congrès destiné aux conseillers d'impôts à Eilat. Et il a dit la chose suivante. Vous devez savoir que maintenant Israël a des accords avec 50 pays
pour échanger des informations. Nous donnerons des informations sur tous les gens qui ont ouvert des comptes ici, et les autres pays nous donnent des informations sur les Israéliens qui ont ouvert des comptes chez eux. Et il dit, cette semaine-là, il a dit des centaines d'Israéliens vont recevoir des lettres en leur demandant des explications à ce sujet. Donc, mais c'est une enfreinte à la loi ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire des explications? Des explications, c'est soit il y a une enfreinte à la loi, soit il n'y a pas. Où est l'enfreinte si vous n'avez pas déclaré? C'est-à-dire, si vous ne dites pas que vous avez un compte à l'étranger et que vous en avez, alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ça, c'est une chose. Maintenant, je voudrais profiter, bien entendu, c'est important que les gens le savent, les Israéliens qui nous écoutent et qui ont encore des comptes étrangers, encore une fois, souvent, pour les Français qui font de la LIA, c'est normal qu'ils aient un compte étranger, et le fisc le sait, je parle des gens qui ne l'auraient pas déclaré. Maintenant, ce que je veux dire, la chose que j'ai appris hier, avec une Ola que je m'occupe, malheureusement, qui a des problèmes, et elle me dit la chose suivante, en l'occurrence, c'était la Banque Apolli, mais ça s'appelle n'importe quelle banque, et lui demande de remplir des papiers en disant son statut fiscal. Et la banque remplit pour la personne les papiers. Et c'était quelqu'un qui était israélien, qui est depuis déjà au moins entre 5 et 10 ans, je ne me rappelle plus, et qui depuis très longtemps n'était plus ce qu'on appelle résident fiscal français, n'avait absolument aucun bénéfice, aucune source, aucun bien immobilier en France qui justifierait le fait qu'on marque qu'elle est résidente fiscale française. Et la banque lui a coché résidence fiscale française. Par hasard, elle comprenait un peu l'hébreu, elle a vu ça, elle a dit mais c'est faux. Alors elle a parlé à un expert comptable que je connais, il lui a dit surtout ne signez pas des choses pareilles. Alors je vous demande, je dis encore au LIM, très attention à ce que les banques vous fassent signer. Des fois, souvent c'est des erreurs qui ne sont pas volontaires, mais c'est très grave parce que c'est votre signature. Ne signez jamais quelque chose avant de demander sur quoi vous signez. Une dernière chose à ce niveau-là que je voudrais dire, que j'ai appris aussi dans Kalita, nous avons quelqu'un dans notre groupe qui est le docteur Bentussan, qui travaille aussi au Bitoach Leumi. Il a dit que tout celui qui est français, qui demande ce qu'on appelle allocation spéciale de vieillesse en Israël, alors immédiatement, les Bitoach Leumi, les assurances sociales, font une enquête pour savoir si cette personne-là n'a pas reçu, ne reçoit pas maintenant des retraites de France. Donc, il faut faire très attention, que pas seulement les impôts, mais aussi apparemment le Bitoach Leumi enquête beaucoup sur les Français. Bon, ça c'est clair, effectivement. On va terminer avec la protestation sociale contre l'augmentation du coût de la vie, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et il s'avère que, ça a eu un impact tout de même, puisque apparemment certaines marques ont décidé de reporter les augmentations qu'elles avaient pourtant prévues. Oui, deux choses. D'abord, vous connaissez sûrement... Ça a tout de même pas mal augmenté le 1er novembre, on le voit. On en avait parlé, oui. Deux choses. D'abord, la société Unilever, qui produit, comme beaucoup de cornflakes, des choses comme ça, que vous connaissez, Thelma et compagnie, et aussi Dove ou des trucs de shampoing, avait demandé une forte augmentation de ses prix aux chaînes de supermarchés, qu'on connaît, Rami Lévy, Supersal, peu importe. Et eux, ils avaient refusé. Certains d'entre elles, d'ailleurs, ont mis des affiches en disant, nous ne vendons, vous verrez que nous avons plus les produits de cette marque-là, parce que nous avons refusé d'augmenter les prix, et nous vous proposons d'autres marques, des fois des marques de la maison, d'autres pays ou autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a vu que justement Unilever, ça a été publié hier, en octobre, qui était pourtant un mois, nous avions pas l'eau, il y a eu plus de consommation. Elle s'est passée de 9 millions en septembre à 7 millions de shekels en octobre. Donc, il y a eu un impact. Bien entendu, les deux choses ensemble. C'est-à-dire du fait que les super et autres ont moins vendu, mais les gens n'ont pas essayé d'avoir d'un autre côté ça. Donc, il y a eu une sorte de coopération entre les deux. Il faut dire que Unilever, quand même, dit que moi, je produis en Israël, donc faites très attention. Ça veut dire, pour résumer, qu'on peut lutter contre ces grands consortiums. Par exemple, Diplomate, vous avez eu raison. Par exemple, Diplomate a dit, finalement, je n'augmente pas mes prix. Voilà. Donc, il y a une possibilité de lutter contre ça. Et donc, il faut céder aussi des chaînes de supermarchés. Oui, en tout cas, il y a des intérêts communs à ce niveau-là. Entre les deux, oui, en l'occurrence. Eh bien, c'était important de le souligner. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette chronique économique tout à fait toujours aussi précise et détaillée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.